Bien, bonjour à tous, voici les réponses de votre quiz Reprise Société. Question 1. Est-ce une entreprise de négoce, de production ou de service? Deux possibilités, soit consulter le compte de résultat, soit consulter le bilan. Dans le compte de résultat, vous avez une ligne vente de marchandises pour les entreprises qui réalisent du négoce, j'achète pour revendre sans transformer. Vous avez une ligne spécifique aux entreprises qui produisent des biens et une ligne spécifique aux entreprises de services. Comme nous le voyons, seule la ligne production vendue de biens est complétée. Il fallait répondre, il s'agit d'une entreprise de production. Question 2. Combien de salariés travaillent dans cette société? Vous aviez le choix entre 10 et 25, 25-50 ou 50-250. Le plus simple, consultez le compte de résultat et les salaires et traitements qui ont été versés cette année. En l'occurrence, 433 000 euros. Alors sachez qu'un financier prend un salaire moyen, 433 000 divisé par 24 000 euros annuels, nous arrivons à environ 18 salariés. La bonne réponse était donc entre 15 et 25 salariés. Question 3. Quelle est l'évolution de la masse salariale? Progresse-t-elle de 12%, de 15% ou de 20%? Dès qu'il s'agit de masse salariale, vous devez additionner les salaires et traitements, qui sont les salaires bruts, ainsi que les charges sociales patronales. Cette année, l'entreprise a dépensé 433 000 euros, plus 147 000 euros de charges patronales, tandis que le coût de celle-ci était de 485 000 l'an dernier. La progression est donc, si je divise la masse salariale de cette année par rapport à celle de l'an dernier, celle-ci représente 1,20 fois la masse salariale de l'an dernier, soit une progression de 20%. Question 4. Son matériel est-il beaucoup ou peu amorti? Pour porter un jugement sur la vétusté du matériel de l'entreprise, vous devez vous rendre dans le bilan, dans l'actif immobilisé, à la ligne installation technique, matériel et outillage. Concernant l'année en cours, nous avons trois valeurs. La valeur brute qui correspond à la valeur d'acquisition du matériel, l'amortissement provision qui correspond à l'usure du matériel depuis que l'on le possède, et enfin la valeur nette, c'est-à-dire la valeur actuelle comptable qui est la différence entre la valeur d'acquisition et la dépréciation du matériel depuis qu'on le possède. Les amortissements représentent 280 000 euros. Par rapport à la valeur d'acquisition, ils représentent 63%. C'est-à-dire que le matériel, globalement, s'est déprécié de 63% depuis que je le possède, donc du matériel plutôt vieillissant, et la réponse à la question était donc amortie à plus de 60%. Question 5. L'entreprise est-elle propriétaire des murs? Sachez qu'une grande majorité de PME et de grands groupes ne sont pas propriétaires des murs. Soit tout simplement locataires, soit les associés ont choisi de créer une société civile immobilière qui est une deuxième société qui loue à la société d'exploitation. Toujours est-il que si vous voulez savoir si l'entreprise est propriétaire ou non des murs, vous devez aller au bilan et constater si les terrains et constructions existent. Donc nous n'avons dans cette structure ni terrain ni construction, donc l'entreprise est bien locataire. Où sont ses loyers? Tout simplement dans les charges d'exploitation, mais il n'existe pas de ligne à proprement parler loyer. Les loyers sont mélangés dans une ligne qui s'appelle autres achats et charges externes. Alors vous ne pouvez pas savoir si dans cette globalité de charges il existe des loyers ou non. Par contre, ce que vous pouvez savoir, c'est que l'entreprise ne dispose ni de terrain ni de construction. Donc cette entreprise, comme bon nombre, n'est pas propriétaire des murs. Question 6. Quelle est l'évolution de son chiffre d'affaires? Vous devez donc constater l'évolution dans le compte de résultat. Cette entreprise a réalisé un chiffre d'affaires cette année de 1 638 000 euros hors taxes, alors qu'elle n'était qu'à 1 283 000 l'an dernier.
L'évolution est donc, si je divise mon chiffre d'affaires de cette année par rapport à celui de l'an dernier, je trouve 1,28, c'est-à-dire que le chiffre d'affaires représente 128% de celui de l'an dernier, soit une évolution de 28%. Donc, à la réponse « Quelle est l'évolution de son chiffre d'affaires ?» vous devez cocher plus 28%. Question 7. L'entreprise exporte-t-elle? Si vous regardez le compte de résultat de cette entreprise, sachez que les experts comptables sont tenus de dissocier le chiffre d'affaires réalisé en France du chiffre d'affaires réalisé à l'exportation. Les cellules sont vierges, donc l'entreprise n'exporte pas. Question 8. L'entreprise stocke-t-elle des matières premières? Deux façons de le savoir, soit directement aller dans le bilan, et c'est bien la chose la plus simple à faire. Vous voyez qu'à la clôture de l'année précédente, il avait été constaté un stock de 56 000 € de matières premières. Cette année, à la clôture, on constate un stock de 130 000 €. L'entreprise a donc stocké pour l'équivalent d'environ 74 000 € de matières premières. Si vous allez dans le compte de résultat, c'est un tout petit peu moins simple. Vous avez une ligne dans les charges réservées à la variation de stock. Celle-ci est de moins 74 000. Si vous n'allez pas plus loin dans l'analyse, vous seriez tenté de dire qu'elle déstocke s'agissant d'un moins. Or, les experts comptables, pour valoriser cette variation de stock, font le stock initial moins le stock final. Si votre chiffre est négatif, c'est qu'il reste plus de stock à la fin qu'au début. Donc, c'est que l'entreprise a stocké des matières premières. L'entreprise stocke-t-elle des produits finis? Question quasiment identique à la question 8, si ce n'est qu'il s'agit de produits finis. De la même façon, deux façons de faire, soit aller directement au bilan et constater dans les stocks les produits finis. Nous avons clôturé l'an dernier avec 40 000 € de stock de produits finis. Nous clôturons cette année avec 68 000 €. C'est donc que l'entreprise a stocké l'équivalent de 28 000 €. Vous pouvez retrouver cette information dans le compte de résultat dans la production stockée, qui cette année est de 28 000 €. Les experts comptables calculent le stock final moins le stock initial, c'est-à-dire la différence entre les 68 000 de cette année et les 40 000 de l'an dernier. Donc à la question « L'entreprise stocke-t-elle des produits finis ?» il fallait répondre « Oui, elle en stocke ». Question 10. Comment évolue son résultat d'exploitation? Alors, nous avons précédemment vu que l'entreprise avait largement progressé en chiffre d'affaires, plus 28%. Qu'en est-il de son résultat d'exploitation, c'est-à-dire de la richesse créée par l'activité de l'entreprise? Pour ce faire, vous irez dans le compte de résultat. Vous avez les produits d'exploitation de l'entreprise, les charges d'exploitation et donc le résultat d'exploitation qui s'en dégage. L'entreprise s'est enrichie cette année grâce à son activité de 307 000 €. Elle s'était enrichie de 298 000 € l'an dernier. Le résultat de cette année, par rapport au résultat de l'an dernier, représente 1,029, soit 2,9% de progression. Il fallait donc prendre la réponse du milieu. Question 11. Combien a-t-elle consommé de matières premières cette année? Alors, dans le compte de résultat, vous distinguez les achats de matières premières et la variation de stock de matières premières. Nous avons vu précédemment que l'entreprise avait stocké l'équivalent de 74 000 € de matières premières. Donc, sur les 510 000 € d'achats, elle a réussi à en stocker 74 000. Sa consommation est donc de 510 000 plus les moins 74 000 qu'elle stocke. Elle a donc consommé l'équivalent de 436 000 € de matières premières. Alors, si vous voulez porter un jugement sur l'évolution du coût matières premières dans l'entreprise, vous devez bien entendu le comparer à ce qui a été produit.
D'où la question 12, quel est le montant de la production de l'année? Dans le compte de résultat, dans les produits d'exploitation, vous avez 3 lignes concernées. La production qui a été vendue, c'est-à-dire les 1 638 000 € de chiffre d'affaires. Mais l'entreprise a également produit des choses qui n'ont pas été vendues et qui ont été stockées. Et il pourrait également y avoir de la production immobilisée, c'est-à-dire de la production que l'entreprise a fait pour elle-même. Donc là, nous n'en avons pas. Donc simplement, si vous voulez connaître le montant de la production globale, il faut ajouter ces 3 lignes. Ici, 1 638 000 plus 28 000 plus 0, qui correspond à une production globale de 1 666 000. Question 13. Comment évolue le coût matière première par rapport à l'an dernier, en pourcentage de la production? Donc l'objectif est de savoir si l'entreprise a bien géré ses coûts matières ou pas, ce qui a bien entendu une incidence sur les marges. Alors pour ce faire, rendez-vous dans le compte de résultat. Je vais d'abord calculer la production de l'année, puis celle de l'an dernier. Donc cette année, nous l'avons vu, j'ai produit 1 638 000 plus 28 000. L'an dernier, j'avais produit 1 304 000 € qui correspond à un chiffre d'affaires d'1 283 000 plus une production stockée de 21 000. Mon coût matière première est égal à la somme des achats et de la variation de stock. Donc j'ai consommé cette année l'équivalent de 436 000 € de matières premières. L'an dernier, j'en avais acheté 274 000 €, mais j'en avais stocké environ 4 000. Donc j'avais consommé 270 000 € de matières premières. Alors ce qu'il faut connaître, c'est le rapport entre ce coût matière et ma production de l'année. Cette année, mon coût matière représentait, par rapport à ma production, l'équivalent de 26,18%. Pour faire simple, quand je produis cette année 100 € de chiffre d'affaires et de production stockée, le coût de la matière est de 26 €. L'an dernier, il n'était que de 20,73 €. Donc mes coûts matières ont largement dérapé, donc je produis plus, je vends plus, mais avec une marge moins confortable. Et donc la réponse à la question comment évolue, eh bien il évolue moins bien que l'année passée. Quel est le montant des charges de personnel cette année? Alors nous avons déjà plus ou moins répondu à cette question, c'était concernant l'évolution de la masse salariale, mais nous avons dit que pour connaître la masse salariale ou les charges de personnel, il fallait additionner les salaires, donc 433 000 €, ainsi que les charges sociales patronales associées à ces derniers. Donc le coût de la masse salariale, le coût des charges de personnel représente environ 582 000 €. De la même façon que pour la question précédente concernant les matières premières, si vous souhaitez porter un jugement sur la productivité du personnel, la gestion des charges de personnel, vous devez bien entendu les comparer par rapport à la production qui a été réalisée. Donc question 15, comment évoluent les charges de personnel par rapport à l'an dernier en pourcentage de la production? Donc les charges de personnel cette année ont été de 581 000 €, l'an dernier de 485 000. Mais nous avons vu que nous avons beaucoup plus produit cette année. Donc le coût des charges de personnel représente cette année 581 000 € par rapport à une production globale de 1 666 000 €. Les charges de personnel représentent en pourcentage 34,91% de la production. Autrement dit, quand je produis l'équivalent de 100 €, mon personnel me coûte 34,91 €. L'an dernier, nous étions à 37,17. Donc l'entreprise a particulièrement bien géré ses charges de personnel. La productivité s'est améliorée puisqu'elle a économisé environ 2% de la production sur ce secteur. Donc les charges de personnel sont moins coûteuses en rapport avec la production réalisée.
Bien, suite à l'évolution de ces charges, donc nous avons vu que l'entreprise n'avait pas très bien géré son coût matière première, mais beaucoup mieux ses charges de personnel. Une question, est-ce que cette entreprise est une entreprise rentable ou non? Et pour ce faire, les financiers calculent généralement de combien s'est enrichie l'entreprise avant l'impôt société par rapport à son chiffre d'affaires, sachant que nous avons des moyennes globales de rentabilité. Donc, dans le compte de résultat, nous allons aller chercher ce que l'on appelle le résultat courant avant impôt. C'est-à-dire que c'est un résultat, un enrichissement créé par l'activité de l'entreprise, c'est-à-dire son résultat d'exploitation, moins éventuellement le résultat financier qui est souvent un résultat négatif. Donc cette entreprise a réalisé un résultat d'exploitation de 307 000 euros. Si je soustrais son résultat financier de moins 7 000 euros, nous en arrivons à un résultat global avant l'impôt société de 300 000 euros. Donc ce résultat, que représente-t-il par rapport au chiffre d'affaires qui est de 1 638 000 euros? Eh bien, ce résultat représente 18% du chiffre d'affaires. C'est-à-dire que quand l'entreprise vend un produit 100 euros, elle dépense globalement en charges d'exploitation et en charges financières environ 82 euros et il lui reste un profit de 18 avant de payer l'impôt société. Donc la réponse à la question était 18%. Question 17, le taux de rentabilité avant impôt société moyen en France est de... Alors nous avions le choix de 1 à 5%, de 5 à 10 et de 10 à 25. Eh bien la réponse à la question est au milieu. Une entreprise avant impôt société est en moyenne compris entre 5 et 10%. Une fois l'impôt société payé, qui correspond à environ un tiers du résultat, bien entendu la moyenne est plus faible, mais avant impôt, nous sommes dans cette fourchette. Question 18, l'entreprise est-elle globalement rentable? Eh bien, comme nous venons de le voir, elle dégage une rentabilité avant impôt de 18% du chiffre d'affaires. Nous avons vu que la moyenne était plutôt aux environs de 5 à 10%. Donc oui, nous pouvons estimer que cette entreprise est une entreprise qui est globalement très rentable. Question 19. Une question un peu plus complexe. Quel est le montant approximatif de l'investissement de l'année? Alors, quand une entreprise investit, elle le déclare bien entendu dans son bilan, c'est-à-dire son patrimoine. Et dans son bilan, vous devez aller dans l'actif immobilisé qui correspond en fait à tous les biens durables, c'est-à-dire tous les biens qui ont une durée de vie supérieure à 1 an. Donc déjà, nous pouvons voir que l'entreprise a réalisé des investissements, ne serait-ce que dans les frais de recherche, puisque nous n'avions rien l'an dernier et nous avons des valeurs cette année. Également l'achat d'un brevet, d'une licence d'exploitation, d'une concession, beaucoup plus d'installations techniques, de matériel et d'outillage. Globalement, son actif immobilisé pèse aujourd'hui 225 000 euros contre 173 000 l'an dernier. Donc nous avons vu et nous voyons ici que l'entreprise a réalisé des investissements. Pour pouvoir le calculer, première chose, si l'entreprise n'avait pas investi, aurait-elle encore 173 000 euros? Non, tout simplement parce que ces immobilisations se déprécient chaque année d'un montant certain d'amortissement. Donc nous devrions avoir, si l'entreprise n'avait pas investi, une valeur inférieure à 173 000 euros cette année. La valeur actuelle est de 225. Donc en fait, l'entreprise a investi un peu plus que la différence entre ces deux valeurs. En fait, elle a investi la différence entre ces deux valeurs plus l'amortissement qui a été pratiqué cette année. Donc nous allons réaliser le calcul juste en dessous. L'investissement est de 225 000 moins la valeur de l'an dernier, plus l'amortissement qui a été pratiqué cette année, dotation aux amortissements, 77 000 euros. Donc, globalement, l'entreprise a investi environ 130 000 euros cette année. Donc, entre 100 et 150 000 euros. Question 20.
comment a été majoritairement financé cet investissement? Donc, cette entreprise, comme nous venons de le voir, vient d'investir environ la valeur de 130 000 euros. Il y a trois façons de financer des investissements. Vous pouvez les autofinancer, vous pouvez réaliser des emprunts ou bien financer vos investissements par crédit bail. Nous pouvons déjà écarter la solution du crédit bail. Un crédit bail, c'est un contrat où l'acquéreur est locataire du bien, il n'en est pas propriétaire, il est locataire, et en fin de contrat, il a la possibilité d'acheter ou non le bien en payant ce que l'on appelle soit une option d'achat, soit une valeur résiduelle, mais il n'en est propriétaire qu'à la fin du contrat. Donc, si l'entreprise avait réalisé des investissements financés par crédit bail, ces derniers ne seraient pas dans le bilan. Alors vous allez me dire, mais où voit-on qu'une entreprise a réalisé des investissements en crédit bail? Tout simplement dans le compte de résultat. Quand une entreprise paye des loyers de crédit bail, elle l'indique dans cette rubrique qui est un peu le fourre-tout comptable, les autres achats et charges externes. Donc quand on parle d'autres achats et charges externes, il s'agit d'autres achats que de la marchandise ou de la matière première et des charges externes, c'est-à-dire des charges qui proviennent du privé. Sur cette ligne, vous voyez que vous avez un petit 3. Et dans ce petit 3, c'est un renvoi. Vous avez, juste en dessous du bénéfice ou de la perte réalisée de l'année, vous avez ce fameux renvoi crédit bail immobilier, crédit bail immobilier. Il est possible d'acquérir du matériel en crédit bail comme de l'immobilier. Nous voyons que l'entreprise ne verse aucun loyer de crédit bail, que ce soit mobilier ou immobilier. Donc, elle n'a pas fait d'investissement en crédit bail. Pour le reste, concernant les investissements qui ont été réalisés cette année d'environ 130 000 euros, a-t-elle réalisé des emprunts? Eh bien, il suffit d'aller voir au passif du bilan si ces emprunts bancaires ou autres ont largement augmenté ou pas. Nous constatons que ces emprunts bancaires passent de 45 000 à 69 000 euros. Ils ont donc progressé de environ 25 000 euros par rapport à l'an dernier. Compte tenu du montant de l'investissement d'environ 130 000 euros, vous pouvez dire que l'entreprise a majoritairement financé cet investissement par autofinancement, tout simplement parce que l'évolution des emprunts est très très faible par rapport à ce montant d'investissement. Donc, à la question 20, comment a été majoritairement financé cet investissement, il fallait répondre par autofinancement. Question 21, que représente le total des dettes de l'entreprise? Combien a-t-elle de dettes à l'instant de la clôture comptable? Alors, vous allez dans le passif et vous regardez le total des dettes. Donc, toutes les dettes de l'entreprise sont représentées ici, entre les emprunts bancaires, les dettes fournisseurs, les dettes fiscales et sociales. Et vous avez le total juste en dessous qui est de 500 000 euros. Donc, le total des dettes de l'entreprise est de 500 000 euros. Question 22. Que représentent les dettes à moins d'un an? Donc nous avons vu que le total était de 500 000 euros. Maintenant, les experts comptables sont tenus de donner cette information qui est combien y a-t-il de dettes à régler à moins d'un an et combien y a-t-il de dettes à régler à plus d'un an, de façon à ce que les financiers puissent faire la dissociation entre les deux. Donc si je prends le bilan, sur les 500 000 de dettes qu'a l'entreprise au 31 décembre de l'année, vous avez une information sur les dettes à moins d'un an. 445 000 euros de dettes à moins d'un an. Et alors vous avez également produits constatés d'avance. Alors les produits constatés d'avance, premièrement, l'entreprise n'en a pas. Il s'agit de produits qui auraient été facturés et encaissés cette année et avec des livraisons prévues que l'an prochain. Donc ce qui est plutôt rare dans ce type d'activité. Donc sur cette ligne dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an, il s'agit des dettes à moins d'un an qui sont de 445 000 euros. Donc dettes à moins d'un an, 445 000 euros. Question 23. Que représentent les dettes à plus d'un an? Eh bien tout simplement par différence, si vous avez un total de dettes de 500 000 euros dont 445 000 devront être payés dans l'année,
eh bien le reste, 500 000 moins les 445, constitue des dettes qui seront réglées à plus d'un an, soit environ 55 000 euros. Question 24. Pour analyser l'endettement d'une entreprise, est-il préférable de porter un focus sur les dettes à moins d'un an ou les dettes à plus d'un an? Alors, au bilan, nous avons vu que cette entreprise avait 55 000 euros de dettes à plus d'un an, 445 000 à moins d'un an. Pourquoi les financiers portent-ils un jugement grâce aux dettes à plus d'un an? Eh bien, tout simplement parce que les dettes à moins d'un an sont constituées de dettes d'exploitation. Un fournisseur me livre avant la clôture, je lui dois cet argent à la clôture comptable. Je fais mes payes en début de mois, eh bien à la clôture comptable, j'ai tous les salaires du mois à payer. Donc prenons juste un exemple. Imaginons que cette entreprise paye les salaires juste avant la fin du mois. Les salaires sont inscrits dans les dettes fiscales et sociales et les ayant versés juste avant la fin du mois, avant la clôture, celle-ci a 201 000 au total de dettes fiscales et sociales. Imaginons que le chef d'entreprise choisisse de payer les salaires non pas en fin de mois, mais en début de mois suivant. Vous auriez un montant de dette beaucoup plus important ici, puisqu'il y aurait toutes les payes du dernier mois à comptabiliser. Et vous ne pourriez pas dire que l'entreprise est plus endettée maintenant qu'elle ne l'était avant. Non, il s'agit juste de dettes d'exploitation et la clôture à 4 ou 5 jours près fait que les dettes à moins d'un an peuvent être très différentes. Donc les financiers s'arrêtent à l'analyse des dettes à plus d'un an. Donc dettes à plus d'un an. Question 25. Pour juger l'endettement d'une entreprise, à quel élément doit-on prioritairement comparer ses dettes? Alors vous aviez le choix entre le chiffre d'affaires, le résultat et les capitaux propres. Les financiers donc comparent les dettes à plus d'un an, non pas au chiffre d'affaires, puisque vous avez des structures qui, pour faire et pour réaliser 1 million d'euros de chiffre d'affaires, ont besoin de se doter d'énormes outils de production, et donc il paraît normal qu'elles puissent être endettées. D'autres, au contraire, pour réaliser 1 million d'euros de chiffre d'affaires, comme un négociant en céréales, n'ont besoin que d'un bureau et d'un téléphone, et il serait anormal qu'ils soient énormément endettés en matière de dette à plus d'un an. De la même façon, on ne compare pas un endettement à plus d'un an à un résultat, tout simplement parce qu'une entreprise peut de temps en temps réaliser des profits, d'autres années quelques pertes, et vous n'avez pas le droit de juger son endettement en disant elle est très endettée l'année où elle perd de l'argent, elle l'est beaucoup moins l'année où elle en gagne, son endettement est ce qu'il est. Donc les financiers ont pour habitude de comparer les dettes à plus d'un an, c'est-à-dire l'argent qui provient de l'extérieur, aux capitaux propres, c'est-à-dire le propre argent de l'entreprise. Les capitaux propres sont constitués du capital initial ainsi que l'ensemble des profits qui ont été générés durant les années d'existence et qui n'ont pas été distribués aux actionnaires, c'est-à-dire tout l'argent qui a été réinvesti dans l'entreprise. Donc, je compare l'endettement à plus d'un an aux capitaux de l'entreprise. Et les banquiers commencent à s'inquiéter dès lors que l'endettement à plus d'un an dépasse les capitaux propres. Donc, on compare, question 25, les dettes à plus d'un an aux capitaux propres. Question 26, cette entreprise est-elle endettée? Donc, si nous devons comparer les 54 000 euros de dettes à plus d'un an aux presque quasi 500 000 euros de capitaux propres, nous pouvons nous rendre compte que l'entreprise est très très faiblement endettée, donc très peu endettée. Question 27. Alors une question beaucoup plus technique. Quel est le montant de la trésorerie de l'entreprise? Alors sachez que dans le compte de résultat, si vous n'avez pas pris en compte 3 cellules, eh bien vous ne pouvez pas trouver le montant de la trésorerie. En fait, la trésorerie est représentée par les disponibilités. Donc, pour faire simple, les disponibilités sont l'argent dont dispose l'entreprise sur ses comptes courants. Et aujourd'hui, elle est à 62 000 euros.
L'argent peut être placé, les financiers, même si l'argent ne rapporte pas énormément en ce moment, les financiers peuvent essayer de faire fructifier la disponibilité de l'entreprise en achetant soit des SICAV monétaires, des comptes à terme, etc. Et nous les plaçons, cet argent placé, nous l'inscrivons dans les valeurs mobilières de placement. Donc cette entreprise dispose de 42 000 euros de trésorerie placée et de 62 000 euros de trésorerie sur les comptes courants. Quand une entreprise est en découvert sur un compte, elle doit le spécifier, l'expert comptable doit le spécifier dans la ligne concours bancaire courant solde créditeur de banque. Donc cette entreprise a un compte en banque en découvert de 23 000 euros. Donc en résumé, si je souhaite calculer la trésorerie d'une entreprise, j'additionne les valeurs mobilières de placement, l'argent placé, les disponibilités sur les comptes courants, moins éventuellement des comptes en découvert ou des prêts bancaires à très très court terme pour compenser un découvert. Donc cette entreprise dispose d'une trésorerie d'environ 81 000 euros. Question 28, montant de la trésorerie traduit en jours de chiffre d'affaires. Alors, 81 000 euros, certes, ça ne représente pas la même chose pour une entreprise réalisant 100 000 euros de chiffre d'affaires annuel que pour une entreprise réalisant 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est pour cette raison que les financiers, pour porter un jugement sur la trésorerie d'une entreprise, l'expriment en jours de chiffre d'affaires. Alors les financiers calculent 360 jours par an et c'est ce que nous allons faire pour cet exercice. Donc ma trésorerie est aujourd'hui de 81 000 euros. Elle représente X jours. Par contre, mon chiffre d'affaires, je vais aller le rechercher dans mon compte de résultat, 1 638 000 euros. Lui est réalisé sur une année, c'est-à-dire 360 jours. Donc que représente ma trésorerie en jours de chiffre d'affaires? Je fais un chiffre d'affaires journalier de 4 550 euros et donc 81 000 euros représente 81 000 divisé par mon CA journalier représente l'équivalent de 18 jours de chiffre d'affaires. Donc, montant de la trésorerie, 18 jours. À la question 29, on vous demande de porter un jugement sur cette trésorerie de 81 000 euros qui représente 18 jours de chiffre d'affaires. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une trésorerie excellente, normale ou très médiocre? Sachez qu'en moyenne, les entreprises disposent sur leur compte en banque, en moyenne, d'une trésorerie équivalente à 0 à 30 jours de chiffre d'affaires. Donc on est parfaitement dans la moyenne avec 18 jours de chiffre d'affaires sur les comptes. Au-delà de 30 jours, eh bien c'est une très bonne trésorerie. Ensuite, dès que l'on attaque les découverts bancaires, etc., on peut parler d'une trésorerie très médiocre. Donc il fallait répondre qu'il s'agissait d'une trésorerie plutôt normale. Question 30. Le crédit client de cette entreprise est proche de. Alors pourquoi cette question? Tout simplement parce que nous avons vu que la trésorerie de l'entreprise était plutôt dans la normale, elle était moyenne, et il est important de savoir si elle gère bien ses encours clients. Sachez que si vous souhaitez améliorer une trésorerie d'entreprise, vous pouvez agir sur les encaissements clients en réduisant les délais, sur les décaissements fournisseurs au contraire augmentant les délais, ou sur une meilleure gestion de stock. Donc pour porter un jugement sur le crédit client, c'est quelque chose d'un peu technique. Vous devez bien entendu aller dans le bilan pour voir comment se situent les créances clients. Donc aujourd'hui, à la clôture, les clients me devaient 321 000 euros, si ce n'est que cette information est TTC. En effet, vous ne demandez pas à un client de vous payer la TVA au comptant et le hors-taxe à 30 jours. Donc il s'agit de sommes d'argent TTC. Nous souhaitons les comparer au chiffre d'affaires et en jours de chiffre d'affaires. Or, le chiffre d'affaires dans le compte de résultat est un chiffre d'affaires hors taxe. Donc, on va comparer ce qui est comparable et comparer ses créances clients au chiffre d'affaires TTC de l'entreprise. Donc, le chiffre d'affaires hors taxe est de 1 638 000. Le chiffre d'affaires TTC,
multiplié par 1,2 est de 1 965 000. Donc ce 1 965 000, c'est le chiffre d'affaires TTC qui est réalisé sur l'année. Aujourd'hui, on nous doit 321 000 euros. Donc combien de jours de chiffre d'affaires TTC représentent ces 321 000 euros? Le chiffre d'affaires TTC journalier, c'est 1 965 000 divisé par 360, c'est-à-dire 5 460 euros TTC par jour. Le délai, eh bien, si l'on me doit 321 000 euros et que je réalise un CATTC journalier de 5 400, eh bien 321 000 euros représentent 59 jours de chiffre d'affaires. Donc il fallait répondre de 46 à 60 jours. Et nous pouvons dire que cette entreprise a une belle marge de manœuvre pour améliorer sa trésorerie, tout simplement parce qu'il ne semblerait pas très difficile de réduire ses encours clients compte tenu du délai moyen accordé. Question 31. Comment est géré le crédit client? Eh bien, nous venons de le voir. Il est plutôt très mal géré, sachant qu'aujourd'hui, la moyenne des encours clients se situe plus probablement entre 20 et 40 qu'entre 40 et 60 jours. Donc, encore une fois, peut-être sensibiliser les commerciaux à des paiements plus courts de la part des clients ou responsabiliser le service administration des ventes pour faire rentrer l'argent plus rapidement. Question 32, question également un peu technique. Le crédit fournisseur de cette entreprise est proche de... Donc, à combien de jours sont payés les fournisseurs? Donc, de la même façon que pour le crédit client, vous devez vous rendre dans le bilan pour mesurer le montant des dettes fournisseurs. Donc ici, 206 000 euros. À la clôture de l'exercice, je devais 206 000 euros à mes fournisseurs. Alors, si l'on compare les créances clients à du chiffre d'affaires, puisqu'on vend à des clients, on compare les dettes fournisseurs au volume d'achat. Donc, on parlera d'achat et je vais aller chercher les achats qui ont été réalisés cette année par l'entreprise. Donc, au niveau des achats, j'ai acheté de la matière première pour 510 000 euros, mais j'ai également réalisé d'autres achats pour 269 000 euros. Donc, le montant de mes achats dans l'année sont de 779 000. Si ce n'est que ces achats sont déclarés hors taxe dans un compte de résultat, alors que la dette fournisseur est mesurée TTC. Donc, nous allons calculer les achats annuels TTC. Je prends par défaut un taux de TVA à 20%. Donc voilà, l'entreprise achète pour l'équivalent de 935 000 euros TTC de matières premières et d'autres choses à l'année, c'est-à-dire sur 360 jours. Ces achats TTC journaliers sont donc de 935 000 divisé par 360, c'est-à-dire 2 599 euros par jour. Nous devons à nos fournisseurs 206 000 euros, sachant que nos achats journaliers sont de 2 599, ils représentent l'équivalent de 79 jours d'achat. Donc l'entreprise paye relativement mal ses fournisseurs puisqu'elle les paye en moyenne à 79 jours, c'est-à-dire entre 61 et 85 jours. Question 33. Finalement, pensez-vous que cette entreprise est solvable? Alors on vient de le voir, 81 000 euros sur les comptes en banque qui représentent 18 jours de chiffre d'affaires. C'est dans la moyenne. Elle pourrait un petit peu l'améliorer en réduisant son crédit client. Par contre, elle a la main relativement lourde sur ses dettes fournisseurs et il ne faudrait pas qu'un fournisseur lui demande de payer beaucoup plus rapidement qu'elle ne le fait actuellement parce qu'elle serait encore de façon moins confortable en matière de trésorerie. Donc c'est une entreprise qui est moyennement solvable. Question 34, dernière question avant la synthèse. L'entreprise a-t-elle distribué des dividendes cette année N? Alors, pour savoir si une entreprise distribue des dividendes, il faut absolument aller dans les capitaux propres. Dans les capitaux propres, nous allons nous rendre compte que le résultat de l'année dernière était de 158 000 euros.
deux façons de faire. Soit lors de l'Assemblée générale, nous distribuons des dividendes aux actionnaires et bien entendu, cette trésorerie sort de l'entreprise, soit nous conservons ces résultats et nous les réinvestissons dans l'entreprise. Quel que soit le cas de figure, les bénéfices réinvestis sont obligatoirement compris dans les réserves, autres réserves et reports à nouveau. Donc c'est l'évolution de ces comptes que vous devez mesurer. Et si je regarde l'évolution de tous ces comptes, réserve légale, nous étions à 5000, donc pas d'évolution. Les réserves statutaires évoluent de 150 000 € et le report à nouveau de 8 506 €. Ce qui signifie que les 158 000 € ont bien été réinvestis dans l'entreprise. Si vous aviez par exemple 100 000 € de distribués et seulement 58 000 € de réinvestis, eh bien vous auriez ce compte qui ne serait pas à 217 000, mais ayant distribué 100 000, il ne serait qu'à 117 000. Et vous pourriez dire, voilà, une entreprise qui réalise 158 000 € de résultats avec des comptes de réserve et de report à nouveau qui ne progressent que de 58 000, eh bien cela aurait signifié que l'entreprise aurait largement distribué ses résultats. Donc ça n'est pas le cas pour nous. L'entreprise a réalisé un réinvestissement des résultats à 100%. Donc oui, entre 80 et 100%. Question 35. Quelle est votre opinion générale sur cette société? Alors les financiers regardent en gros les trois principaux critères que sont la solvabilité. Donc on vient de le voir, l'appréciation est moyenne, elle est dans la normale. Mais ils regardent également, beaucoup plus important, la rentabilité. Et nous avons vu qu'il s'agissait d'une entreprise très rentable puisqu'elle dégage un résultat avant impôt équivalent à environ 18% de son chiffre d'affaires, alors que la moyenne française est plutôt de l'ordre de 5 à 10%. Et puis enfin la structure financière, c'est-à-dire est-ce qu'il s'agit d'une entreprise qui n'est pas trop endettée ou quoi que ce soit. Nous avons vu que cette entreprise avait un endettement à plus d'un an de 55 000 € à comparer à un montant de capitaux propres de 490 000 €. Donc c'est une entreprise qui est très très bien structurée financièrement, ce qui signifie que elle aurait le droit à l'erreur, c'est-à-dire qu'elle pourrait se permettre de perdre de l'argent 1 ou 2 années, alors dans des proportions bien entendu raisonnables, et le banquier continuerait de la suivre parce qu'elle est sur un niveau d'endettement qui est tellement faible qu'il ne prendrait pas de risque à le faire. Donc voilà, en résumé, une entreprise solvable dans la moyenne, par contre structurée financièrement de très belle façon avec un endettement très très faible et une entreprise également très rentable. Donc vous avez affaire à une très bonne affaire. Question 36 et dernière question. Quel serait le prix de vente le plus probable de cette entreprise avec reprise du passif? Alors déjà, sachez que la grande majorité des entreprises se reprennent avec le passif, c'est-à-dire avec les dettes. C'est le repreneur qui fait son affaire de dédommager les banquiers, les fournisseurs, les charges sociales, etc., etc. Sauf cas particulier de racheter une entreprise à la barre du tribunal de commerce, c'est-à-dire une entreprise ayant déposé son bilan. Dans ce cas, vous pouvez demander à ne pas reprendre le passif. Quoi qu'il en soit, il existe une grande littérature sur la valorisation des entreprises. Il existe des formations qui durent 3 à 4 jours sur les différents domaines, les différentes façons de valoriser une entreprise. Nous avons que 12 secondes à y consacrer. Donc, en général, on se rend compte, avec toutes les méthodes de valorisation possibles, qu'une entreprise se rachète en moyenne 5 à 6 années de résultat net. Donc l'entreprise ici vient de dégager un résultat net d'environ 180 000 €. Si je multiplie ce résultat par 5, j'obtiens 900 000 €. En le multipliant par 6, 1 100 000 €. Donc entre 900 et 1 100 000 €, ce devrait être le prix de vente le plus probable de cette entreprise. Donc on a ici entre 0,8 et 1,2 million. Donc voici la réponse à la dernière question. Vous pourrez bien entendu savoir combien de subventions vous ont été attribuées en espérant avoir été clair sur cette analyse de reprise de société. Merci à tous.